Je vais vous parler de la science politique. Qu'est-ce que c'est que la science politique? Comme je suis dans ma lancée, je vais en profiter. Et je vais en parler sans préparation. Alors j'ai un ami très proche, je ne vais même pas dire un ami, c'est un membre de ma famille très proche qui m'a dit « Kélim, pourquoi tu fais cette vidéo ?» Inconsciemment, indirectement, c'est de dire « Écoute, personne ne t'écoute. » Personne ne porte attention. Mais pourquoi est-ce que tu portes pourquoi est-ce que tu fais ces vidéos? Alors je vais vous dire une chose. Ces vidéos, c'est le produit d'une réflexion d'une vie. Et nous sommes tous des mortels. Et donc cette connaissance de vie, elle a pris des années pour être entreprise, pour être construite. Et je vous disais, nous sommes tous des mortels, et à tout moment, ça peut arriver. Parce que l'expérience me montre que subitement, des amis que je voyais la veille, je ne les voyais plus le lendemain. Et ils partent sans avoir clarifié des choses, ils partent parce qu'ils n'avaient pas prévu de... Donc reprenant le thème de Montaigne, prévenons et sachons que nous devons partir, et donc il faut aussi s'organiser. Et donc, pourquoi est-ce que je fais ces vidéos? C'est d'abord le résultat d'une carrière cachée, d'une carrière gâchée. Parce que bon, j'ai eu des tourments dans ma vie personnelle, et donc professionnellement ça a été difficile, donc je me suis mis à m'occuper de choses fondamentales qui concernent la société, qui concernent la projection d'une société, qui concernent le devenir d'une société, c'est voir l'appareil de l'extérieur. Mais autre chose, si j'avais réussi ma carrière professionnelle, peut-être que je ne me serais pas posé ces questions. Parce qu'une société ne se donne pas les moyens de réfléchir sur là où elle va. La société, elle ne pense que dans son immédiat. Elle ne réfléchit pas sur sa projection. Et donc, le fait que, peut-être, je n'ayant pas eu de carrière professionnelle stable, donc j'ai dû m'occuper, tout en ayant des postes, bien sûr, dans l'enseignement supérieur, mais je n'ai pas fait carrière dans l'enseignement supérieur. La meilleure preuve, c'est que le jour où j'ai déclaré que je ne pouvais pas être présent, bon, on m'a renvoyé. Donc on m'a renvoyé, j'ai cru que je retrouverais facilement du travail. Je n'ai pas trouvé du travail depuis 3 ans, depuis 2017, lorsque j'ai publié ce livre d'outrage sur l'autophage, qui concernait un intérêt fondamental pour l'île de Djerba, parce que j'ai parlé, j'ai crié, j'ai écrit pendant 10 années, ça n'a rien donné. J'ai cru qu'un livre éveillerait les consciences, rien du tout. Et bon, j'ai poursuivi dans cette façon de réfléchir sur l'état de société. Et donc, disons que si j'avais une carrière professionnelle, je n'aurais peut-être pas eu d'intérêt pour réfléchir sur la projection d'une société. Qu'est-ce qu'elle est, où c'est qu'elle va, etc. Bon, écoutez, ça c'est un détail, je ne vais pas m'approfondir sur le détail. Je vais revenir maintenant à l'essentiel. L'essentiel du sujet d'aujourd'hui, c'est la science politique. Qu'est-ce que c'est que la science politique? Comment la définir? Donc, je vous rappelle que j'ai écrit 300 pages d'un livre qui s'appelle La politique et la science. Je ne l'ai pas sous la main pour vous montrer la couverture, malheureusement, mais je vous l'ai montré hier. Vous le retrouverez facilement sur Internet. Et sans avoir de notes ou de documents, c'est intéressant de pouvoir en parler parce qu'on parle de manière naturelle, comme ça, par les mots qui viennent. Alors, qu'est-ce que c'est que la science politique? Est-ce que c'est un métier? Est-ce que c'est une science? Alors, la meilleure des choses, c'est de comparer avec les autres activités professionnelles. Lorsque vous faites médecine, vous devenez médecin. D'accord. Mais médecin de quoi? La médecine, c'est année d'études. Est-ce que vous soignez les orteils, vous soignez la tête, vous soignez les dents, vous soignez le cœur? Vous voyez, vous êtes médecin, oui, mais vous soignez quoi? Quelle est votre particularité? Quelle est votre... Et donc, à chaque fois, vous avez un spécialiste qui s'occupe de vos reins, de votre cœur, de vos ongles, de votre tête, de vos yeux, de votre dentition, etc., etc., etc. Et qui est le chef là-dedans? Le chef, c'est vous-même. Le chef, c'est vous-même dans votre façon de vous conduire, dans votre façon de manger, dans votre façon de... Si vous bouffez trop de sucre, évidemment, vous calculez des diabètes. Si vous êtes sportif, vous êtes en meilleure santé.
Si vous voulez vous soigner, vous vous soignez. Si vous ne voulez pas vous soigner, vous crevez. Eh oui. Et ça, ce petit exemple me ressemble, parce que moi, j'aime pas les médicaments, je prends jamais des médicaments. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il y a des moments où il y a des médicaments qui sont absolument nécessaires. Vous arrivez à un âge, si vous ne les prenez pas, c'est fini. Vous avez des conséquences de dégradation, etc. Donc c'est à vous de faire de la prévention, c'est votre façon de gérer votre corps, vous êtes le patron de vous-même, et on peut que vous donner des recommandations, le médecin peut vous dire, mais c'est à vous de voir aussi, d'accord? Donc vous voyez, c'est une ingénierie du corps. La médecine est une ingénierie du corps. De même qu'il y a une ingénierie de l'industrie. De même, il y a une ingénierie de la socio-économie. Parce que la politique s'occupe de quoi? La politique s'occupe des êtres humains. Elle s'occupe des êtres humains dans leur vie, dans leur société, dans leurs valeurs. Donc vous voyez que c'est extrêmement large. Il y a de tout. Mais donc, comment pour faire médecin, il faut passer par des études de médecine. De même qu'en politique, il faut passer par des études de sciences politiques. Et la société est basée sur quoi? Elle est basée sur une connaissance, sur l'expérience des anciens, d'une fierté, mais aussi d'une organisation, du social, du droit. Et tout a des implications politiques. Tout a des implications politiques. L'épanouissement de votre jeunesse, c'est une question politique. Contribuer à ce que vos jeunes aillent, comment dirais-je, en Finlande pour participer à un tournoi de bridge, ça fait partie de vous-même. Ça permet à vos jeunes de voyager, de voir comment on s'organise dans d'autres sociétés. C'est contribuer à l'épanouissement, c'est nouer des liens, c'est de montrer, enfin pas montrer, mais voir comment les autres fonctionnent pour mieux inviter aussi les étrangers à venir chez nous et à voir comment est-ce que nous on s'organise. Et que peut-être ils pourraient nous aider par des conseils, par des recommandations, par leur façon d'être. Donc vous voyez, un simple voyage de jeunesse a des implications politiques. Et donc c'est une responsabilité publique. Un match de football aussi. Une bonne représentation pour participer à un tournoi, dans la dignité, ça fait partie aussi de l'image du pays. Et donc ça a des implications politiques. Donc vous voyez que le champ de la politique concerne tous les domaines, tout autant votre nourricier, la préservation de votre agriculture, votre nourriture, je ne sais pas, mais tout a une implication politique. Tout a une implication politique. C'est pour ça que ce sont des études générales. Et quand on dit que ce sont des études générales, ce n'est pas superficiel. C'est-à-dire avoir des fondements de connaissances sur le droit constitutionnel. Comment est organisé un pays? Comment est organisé le pouvoir? Certains vous disent que la science politique est une science du pouvoir. Non, ce n'est pas la science du pouvoir. Le pouvoir est une discipline de la science politique. Et malheureusement, beaucoup de nos gens focalisent sur le seul pouvoir politique. Comment accéder au pouvoir? Donc tout le récit d'Isnogoud, là. Comment est-ce que je peux arriver au pouvoir? Comment c'était le sultan qui voulait prendre la place du sultan, enfin bref. Donc le seul souci, c'est de prendre la gouvernance, c'est de commander, c'est quasi psychiatrique, hein, c'est-à-dire c'est un ego surdimensionné de prétention de vouloir gouverner. Non, il y a des façons d'accéder au pouvoir, et ça c'est une discipline. C'est une discipline à part, avec une méthode. Comment est-ce qu'on s'entend pour désigner l'homme qui va avoir le pouvoir, pour quel délai, dans quelles conditions, etc. Donc la science politique n'est pas la science du pouvoir, mais le pouvoir est une discipline de la science politique. Alors on vous dit encore que la science politique, c'est une science de l'État. Non, ce n'est pas la science de l'État. L'État, c'est l'instrument. C'est l'instrument de votre politique. Votre politique, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire? Là encore, l'idéologie, l'idéologie est quelque chose de fondamental dans un État. Mais ce n'est pas l'enjeu de partisans. Ce n'est pas du partisianisme, je ne sais pas comment trouver le mot. Mais l'idéologie, c'est qu'est-ce que l'on veut pour cette population. Ce n'est pas un sujet polémiste qui justifie la prise de pouvoir. Non, c'est encore un sujet de politique. C'est-à-dire, que voulons-nous pour la société de demain? Quelle société prévoyons-nous?
Ça peut être résoudre les injustices, ça peut être poser des problématiques sociales, mais l'idéologie est un fondement de l'État. C'est de la prospection, c'est savoir dans quelle société nous vivrons dans 30 ans, dans 50 ans, que l'on prévoit pour le meilleur pour les enfants et les petits-enfants. Donc vous voyez, il ne faut pas confondre, parce que parfois, au nom de l'idéologie, des gens voudraient prendre le pouvoir, et on vous parle donc du pouvoir des ouvriers. Non, à chaque fois, ce sont des sujets indépendants, et on doit s'entendre. On doit s'entendre. Comme on s'entend entendu pour établir une constitution. Une constitution, c'est quoi? C'est les règles de fonctionnement de l'État. Tout est conditionné par des règles du jeu. On a un règlement. Comme on a un règlement de football, en football, on ne peut pas tirer un maillot, on ne peut pas jouer de la main, c'est ridicule. Eh bien, en politique, c'est pareil. Il y a des règlements et on est régi par ces règlements. De même que l'idéologie, on doit savoir où c'est que l'on va. De même que le pouvoir, il a des conditions d'accès et les conditions de lâchage, dirait-on. Donc, vous voyez, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que la science politique? C'est une science générale qui s'appuie sur des connaissances fondamentales en droit, en histoire, en économie, parce qu'il faut tout comprendre. Il faut comprendre tous ces éléments pour avoir les enjeux. Tout comme un médecin peut vous voir quelle est votre santé, il va vous dire, ah bien messieurs, si vous avez des problèmes de cœur, diminuez le tabac. C'est évident pour lui. Mais bon, un citoyen peut vous le dire, mais c'est surtout le médecin qui peut vous confirmer ce diagnostic ou cette recommandation. C'est pareil en politique. On ne peut pas être un chabi comme ça, populiste, et dire non, ce sont des analyses économiques. On ne peut pas attaquer les bourgeois en disant qu'ils nous exploitent, mais non, les bourgeois vous donnent du boulot. Les bourgeois font tourner le commerce, les bourgeois exportent, les bourgeois contribuent à la richesse nationale. Ça n'a pas de sens. Vous ne pouvez pas vous attaquer. Et donc, tous ceux qui se réclament du marxisme ont, comment dire, dénaturé le marxisme. Parce que Marx a fait l'éloge de l'idéologie, a fait l'éloge de la bourgeoisie. Et il a juste, comment dire, défini les classes sociales. Et qu'il y avait des antagonismes, qu'il y avait des contradictions, et qu'à certains moments, ça n'irait plus. Donc, on peut réformer pour plus d'équilibre, tout comme on peut réparer la machine, tout comme on peut rendre une machine plus harmonieuse. C'est ça l'objet de la politique. Alors, je reviens toujours à la question simple, qu'est-ce que c'est que la politique? La politique, c'est tout ce qui concerne. Elle vit. Donc, le médecin, il soigne son patient. Le politicien dirige un pays, dirige une gouvernance, dirige un peuple, dans son présent et dans son devenir. Et donc, il doit y avoir de la prévision, il doit connaître ses intérêts, etc., etc., etc. Donc, c'est tout l'intérêt social de l'intérêt de l'individu dont s'occupe le politicien. Et donc, il a une fonction altruiste. Il a une fonction altruiste, qui est son métier. De même que le médecin a une fonction altruiste, il s'occupe de votre corps mieux que vous-même. C'est votre corps, mais c'est lui qui s'en occupe. Mais il est payé pour ça. C'est son métier de s'occuper de votre santé. Tout comme un garde de sécurité un agent de sécurité s'occupe de la sécurité. Lorsque le président veut saluer quelqu'un et que le garde de sécurité lui dit non, 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 il y a un risque, je ne vous laisse pas faire, c'est la responsabilité du garde de sécurité. Non, il peut parce qu'il... C'est lui qui s'occupe de la sécurité du président beaucoup plus que le président lui-même. Pour que le président puisse travailler, il doit être en sécurité. Et donc vous voyez que là aussi c'est pareil. Le politicien est altruiste dans le sens où il veille à l'intérêt général. C'est-à-dire que les abus d'aujourd'hui seront des catastrophes de demain. Et donc un politicien doit les prévenir. Lorsque vous avez un jeune marchand qui vend sans papier, il est dans l'illégalité. C'est-à-dire qu'il est contrôlé par un agent de police pour ne pas provoquer le désordre. Si lui commence à vendre sur l'avenue Louise, ou je vous dis ça parce que c'est plus ironique, parce qu'en Tunisie ça fait pas rire, c'est tellement naturel. Mais si quelqu'un se met à faire quelque chose en dehors des normes, il faut le stopper tout de suite. Il faut le stopper tout de suite. Vous imaginez quelqu'un qui fait des bambaloni aux Champs-Élysées? On veut bien, mais alors il doit obtenir une autorisation. Mais s'il le fait sans autorisation, alors tout le monde va se mettre à
à faire des activités comme ça dans un lieu de tourisme, de passage, etc. Donc, vous voyez, c'est pour éviter le désordre. Et donc, on doit respecter la réglementation. Et le chantage, parce que c'est une forme de chantage de l'immolation, je comprends que tu sois dans la souffrance, mais il y a l'intérêt collectif. L'intérêt collectif, c'est d'avoir un système organisé pour le marché ambulant, pour le marché fixe, pour le marché de gros, pour le marché... Donc il y a des règles à respecter pour que tout le monde puisse travailler. On ne peut pas venir... Il y a par exemple des gens, des magasins au centre-ville qui, eux, payent des taxes, et vous venez à l'entrée de la ville, vous mettez des magasins. Donc les gens, avant, ils préfèrent d'éviter de rentrer dans la ville. Il faut réfléchir à ça. Est-ce qu'eux payent des impôts? Donc il y a un équilibre général que le politicien connaît. Bon, je ne vais pas détailler chaque question, parce que chaque question est soucieuse de réflexion. Tout comme par exemple, moi je vous ai parlé, moi je suis heureux d'avoir des chiens qui naissent et qui grandissent ici et qui vivent en liberté. Je ne dois même pas les soigner et qui sont quand même malgré tout dans la souffrance. Eh bien, à la belle idée, on est en train de se dire comment les buter, mais comment les buter sans leur faire mal, comment les empoisonner, comment... Bon, c'est un débat de pouvoir et de contre-pouvoir, mais c'est une question politique. Vous voyez, on est en train de... Ils en discutaient la dernière fois à la municipalité, et c'est vrai que les chiens disparaissent, les coups de feu tombent, et bon, voilà, des décisions sont prises, des chiens sont empoisonnés, les miens d'ailleurs ont été empoisonnés ici, hein. C'est pas... Mon malheur, c'est de les avoir laissés en liberté, de laisser les chiens en liberté, et ils vont manger des viandes empoisonnées, et comme ce sont des chiens domestiques, ils ne sont pas habitués, ils crèvent tout de suite, hein, tandis que les autres peut-être sont plus résistants. Bon allez, je ne m'éloigne pas. Qu'est-ce que c'est que la science politique? La science politique, c'est une science très large, qui s'appuie sur des fondements de connaissances, et elle fait une synthèse. Et pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est le général. Le général, pourquoi le général? Comme vous pensez au général de l'armée, le général de l'armée, c'est celui qui commande, parce qu'il a toutes les compétences. Pas toutes les compétences, je veux dire, il supervise toutes les informations. Et c'est pareil, au niveau de la science politique, c'est une science multidisciplinaire, qui s'appuie sur une multitude de connaissances, et même lorsque parfois une connaissance de géologie, bien sûr qu'elles ne sont pas des physiciens, les politiciens, les sciences exactes ne font pas partie de leur nature, mais ils peuvent faire appel à des experts qui vont les éclairer, par exemple, sur la conséquence géologique de tel projet, etc. Donc, ou d'archéologues ou d'historiens, avant de prendre une décision. Donc un terrain, on doit savoir si on va l'exploiter, il faut voir s'il n'y a pas de traces archéologiques, si on ne perturbe pas le sol, si peut-être il y a des richesses naturelles, je ne sais pas. Donc beaucoup de choses déterminent la décision, et là, le politicien fait appel à l'expert pour être éclairé, pour qu'il puisse prendre une décision sereine. Donc vous voyez que le politicien, c'est le niveau du général, et le général pas dans un sens mépris, parce qu'à un certain moment, on s'est mis à mépriser le général aux dépens du spécialiste, comme si le spécialiste tenait d'une compétence exacte et que le général restait général. Non, non, le général, c'est lui qui fait appel à l'expert spécialiste, mais il a une force de synthèse pour mesurer les avantages, les inconvénients, etc. Voilà, j'avais prévu de dire des choses et je dis d'autres choses, parce que c'est mon idée de parler de manière libre. Alors, revenons tout à la question, qu'est-ce que c'est que la science politique? Alors, la science politique, donc, c'est un domaine très large, c'est une synthèse, et la synthèse peut être faussée, parce qu'on peut porter une analyse plus historique, ou plus économique, ou plus juridique. Si on prend par exemple l'exemple de Juppé, l'ancien, je reviens à mon très ancienne mémoire, qui avait été nommé Premier ministre à une certaine époque, et lui, son projet, c'était de réduire le déficit de la sécurité sociale. Donc c'était la priorité. Il voyait les projections qui étaient intenables, et il se dit on ne peut pas continuer comme ça, il faut attaquer le budget de la sécurité sociale, et il faut attaquer les pensions pour qu'on puisse les payer. Donc voilà, ça c'était les deux grosses questions, et les deux grosses priorités du gouvernement.
Je ne vous dis pas qu'il a été très impopulaire. Et pour moi, il est resté impopulaire. Pourtant, malgré tout, on s'est rendu compte qu'il était un des moins extrêmes. Mais malgré tout, il a une vision de l'économie focalisée sur le déficit de la santé et le déficit enfin, et le financement des pensions. Voilà, bon, sa question est un débat, mais ça ne devait pas être une priorité du gouvernement. Macron, lui, donne comme priorité la lutte contre la violence faite aux femmes. Ben, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, voilà, ça c'était sa priorité. Donc chacun détermine une priorité par rapport à une façon de voir. Le prochain Zemmour, là, par exemple, voit l'histoire. Une histoire falsifiée. Ce n'est pas un historien, ce gars-là. Il n'est pas historien. Il a feuilleté l'histoire par intérêt intellectuel. Donc il a des connaissances et il se permet d'apporter des jugements définitifs sur l'histoire totale. C'est-à-dire qu'il prend des événements où il mélange les siècles, il mélange les interprétations et il vous en fait des conclusions mathématiques avec jamais les musulmans n'ont ceci ou n'ont cela, le monde chrétien c'est ceci et cela. Il ne parle jamais du judaïsme, lui. Hein. Tiens, c'est bizarre. Hein. Tu es dans une culture hébraïque, donc si tu dois parler de religion, parle de ce qui te concerne. Pourquoi est-ce que tu parles au nom du christianisme et pourquoi est-ce que tu dénonces l'islam? Mais tu ne connais pas l'islam, tu ne sais pas ce que c'est. Tu ne l'as même pas étudié. Bon, peut-être une femme voilée te dérange dans la rue, mais c'est pas ça l'islam. L'islam, c'est pas ça. Et d'ailleurs, ce n'est même pas l'objet. Donc vous voyez que ce gars-là, si jamais il est président, il va prendre pour argumentation l'histoire, mais l'histoire pour mener sa propre politique et sa propre ambition. Mais en fait, ce n'est qu'une étape d'accès au pouvoir. C'est une manière de gagner le vote populiste que de faire de la prose et de la mélancolie, de la dénonciation et de la poésie. Et là, il est complètement philosophe. C'est pas les philosophes sont intéressants lorsqu'ils posent des questions, lorsqu'ils s'interpellent, mais pas lorsqu'ils il prévoit des solutions qui sont irréelles. Alors maintenant, il nous parle d'un programme, de ce qu'il va faire concrètement, mais il a d'abord commencé par gagner la sympathie, l'écoute. Il vous parle dans un ton solennel, avec un discours de regret, de nostalgie. On croirait voir un poète, hein, c'est pas un poète de prose, mais c'est pas un politicien, un analyste froid, habitué au rouage administratif et qui sait comment faire avancer une cause. Parce que dans la politique, on ne peut pas faire ce qu'on veut aussi. On veut faire quelque chose, mais il faut aussi savoir comment les dérouler. Il y a des pouvoirs, il y a des administrations, il y a des réglementations, il y a des décisions, on ne peut pas effacer et puis tout refaire, non. Donc on s'appuie sur un appareil d'État que l'on connaît, que l'on maîtrise et où l'on est capable de faire avancer des décisions. Par exemple, vous ne vous étonnez pas, si vous avez un projet politique, parfois il prend 2 ans pour aboutir. Pourquoi? Pour aboutir à une loi. Là, par exemple, je vous ai parlé hier de l'absolue urgence d'une réforme de la présidentiabilité, une réforme, en tout cas une indication du journalisme, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que l'Internet a détérioré la presse complètement. Parce qu'autrefois, la presse, elle était objective. Il y a un événement, il y a une interpellation par rapport à ces événements. Par exemple, je ne sais pas, il y a un match de football, on pose des questions, pourquoi est-ce que ça n'a pas réussi, qu'est-ce qui s'est passé, on peut poser des questions à l'entraîneur, on peut essayer de comprendre le fait d'un match de foot. Je cite ça un exemple pour qu'on le comprenne. Et donc la presse nous rapporte une contradiction, nous rapporte des informations. Aujourd'hui, la presse, elle est militante. Et vous ne lisez que ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas lire de journaux. Donc il y a un monde pluraliste qui disparaît au nom d'une liberté de diffusion qui arrive sur votre téléscripteur, sur votre
sur votre ordinateur, selon vos privilèges, à vous. En tout cas, ce qui amuse ou ce qui fait rire, mais ce n'est plus une information objective par rapport à... Je ne sais pas, par exemple, il s'est passé un débat sur un sujet. Normalement, quand vous achetez un journal, vous avez différentes positions, de quoi on a parlé, les arguments qu'on a soulevés. Donc, mais là, maintenant, ce n'est plus le cas. C'est le cas pour dénoncer ou en tout cas aller à la faveur d'une opinion. Et donc, en même temps qu'on a une facilité de l'information, et en même temps, on se justifie des médias pour prétendre à une information démocratique. Donc il y a des choses à modifier dans le code de la presse, dans le code de la communication, dans le code électoral, dans le mode d'élection. Cet Internet est une révolution encore plus forte que la machine à vapeur. Parce que dans un délai très très court, elle a changé les rapports sociaux. Et donc il faut que la réglementation soit en place. Je vous citais hier le gars de Nigel Farage, dont la seule opinion, la seule organisation a conduit au Brexit. Aujourd'hui, on a laissé Zemmour parler pendant 3 années devant la TV en liberté totale, avec une cruche tout en admiration devant lui, sans aucune contradiction. Et aujourd'hui, il a acquis un capital. Personne ne peut le concurrencer. Il peut dire ce qu'il veut, tout passe. Il peut dire les pires horreurs, il peut faire un doigt d'honneur, il peut dénoncer. Il a dénoncé Sarkozy et Sarkozy le soutient. Vous vous rendez compte? Sarkozy a dit qu'il comprenait Éric Zemmour et qu'il aimerait bien qu'on lui laisse la parole. Mais on ne voit qu'Éric Zemmour à la TV. Et Sarkozy, lui, il a eu un harcèlement médiatique. Mais il était en procès, il a menti. Donc c'est une affaire judiciaire qui a été médiatisée. Tandis que Zemmour, lui, c'est un candidat qui dénonce les musulmans, les immigrés, les envahisseurs, la classe, les islamo-gauchistes, presque des traîtres. Il a fait appel à la nation, au patriotisme. Attends, il est très grave. Il va provoquer une guerre civile. Il prédit une guerre civile et il met tous les éléments pour la mettre en place. C'est pas politique, ça. Le principal souci de politique, c'est bien sûr la continuité de l'État, la continuité de la prospérité, l'équilibre de la société, le développement. Alors il tire des conclusions avec une rapidité, vos paysages ont changé, etc. Mais on sait bien que sur un plan économique, ces gens ils consomment, donc ça fait tourner la machine, c'est du business, c'est le choix du capitalisme. Donc si vous ne voulez pas de cette population, donc vous n'avez pas de cette consommation, donc vous n'avez pas de développement. Mais la délocalisation n'est qu'une conséquence. Et qui est gagnant dans cette histoire? La France est gagnante dans la délocalisation, soyons sérieux quand même. Et alors, il y a des Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les débats, parce que les débats sont faussés, qui démontrent déjà une mauvaise connaissance des dossiers. Et les dire sous la force d'un tribun n'est pas... c'est pas utile, hein, c'est pas utile. Bref, alors, ma principale question, qu'est-ce que c'est que la politique? La politique, c'est tout. La politique est-elle une science? Oui, elle est une science. Elle est une science multidisciplinaire, une science de synthèse. Et ensuite, quand vous avez fait vos études de sciences politiques, vous arrivez aux différentes fonctions et à chaque fois, vous pouvez spécialiser votre connaissance selon les divers... donc, vous voyez que c'est une ingénierie sociale, tout comme la santé est une ingénierie physique, tout comme la machine est une ingénierie matérielle, tout comme la planète est un système. Et au-delà de l'homme, il y a la planète. Cette planète doit tourner de manière en équilibre. Et je vous ai dit dans une autre vidéo que nous sommes à une étape d'étincelle. Nous avons allumé une étincelle et nous brûlons, la planète brûle comme une étincelle sur un âge géologique.
Ça veut dire que dans 50 ans, tout sera grillé. Et est-ce qu'on va pouvoir mettre fin à cette étincelle? Elle est dans nos comportements et nous nous obligeons à des ingérences pour protéger cette planète. Donc je vous ramène à mon livre, encore une fois, où j'ai soutenu l'idée d'un gouvernement mondial parce que nous vivons une étape d'étincelle. Nous sommes en train de détruire toutes les ressources, toutes les réserves. Alors certains physiciens, certains naturalistes, certains spécialistes le disent, mais il faut que l'action politique suive. Il faut que l'action politique suive. Et à titre de symptôme, je vous dis, ici à Djerba, nous parlons de ces problèmes de société, mais jamais, jamais nous n'avons vu un responsable public venir nous écouter ou prendre conscience de ce que l'on fait sur l'île de Djerba. Vous voyez? Donc ils sont eux dans leur comité fermé, c'est le pouvoir, ils décident par rapport à leur lobby et tout ce que nous puissions dire, parce que nous, la remarque que je vous ai dit au tout début, en fait c'est un travail gratuit, c'est un travail qui n'est pas payé. Donc il faut être disposé et disponible pour donner cette parole. Personne ne peut le faire. Personne ne peut réfléchir sur la société sans être payé. Il n'y a pas de rentabilité, mais il faut réfléchir sur le devenir d'une société. Et moi, je ne l'ai fait que par accident, accident professionnel. Donc, je n'ai pas pu m'occuper convenablement d'une vie professionnelle, donc j'ai dégagé du temps que j'ai consacré à des choses qui m'inquiétaient un peu. Et donc, j'ai pu le faire. Et aujourd'hui, j'ai le résultat. Et c'est pour ça que le résultat, je l'ai publié dans mes bouquins. Et je pense que cette connaissance, elle est à faire valoir. J'ai pas mis le micro. J'ai pas mis le micro, zut.